Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, dans le Forum de la presse, nous allons parler d'insécurité. Ces derniers jours, une vague de violence a ciblé sans distinction les populations civiles, les forces armées maliennes et les forces internationales dans le nord et le centre du pays. À quelques jours également des examens, une école a été saccagée et brûlée hier à Youarou dans la région de Mopti, une première dans le pays. Également, les préparatifs du Ramadan sont en cours. La population dénonce une hausse des prix des denrées de première nécessité. Ce sont quelques-uns des sujets qui seront abordés au cours de ce forum de la presse. Comme invité, nous aurons Célia Dalmeida de journaldumali.com, Badou Escoba du Carrefour et Yaya Tandina de leur thème Tombouctou qui sera au téléphone. Tout de suite, nous nous retrouvons. Le grand dialogue. Alors je le disais, ce soir nous allons parler au cours de ce débat en grande majorité de l'insécurité qui sévit dans le pays. Alors Célia Dalmeida un peu en retard, on va commencer avec nos invités qui sont là. Il y a déjà Badou Escoba du Carrefour, bonsoir Badou. Bonsoir. C'est Yaya Tandina de leur thème Tombouctou au téléphone. Vous nous écoutez, vous nous entendez ? Oui, je vous entends, bonsoir. Bonsoir Yaya. Alors, le nord et le centre du pays ont été marqués ces derniers jours par une vague de violence. Yaya Tandina, vous êtes dans une localité du nord. Qu'est-ce qui explique le fait que 2 ans après la signature de l'accord, l'insécurité reste toujours préoccupante ? Oui, tout d'abord, cela s'explique par le fait que d'abord les accords tardent à être appliqués. Et ensuite, nous avons vu l'expérience du MOC qui a échoué. Cela a contribué à donner de la place à la violence. Et ceci étant, et jusqu'à présent, le DDR, on n'en parle pas, en dehors de la mission qui est arrivée avant-hier à Kidal. Et je crois qu'il n'y avait aucune volonté tout de suite de mettre fin à cette violence, et qui fait que les bandits, les islamistes, chacun a gagné du terrain. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que ce soit du côté du nord comme du centre, la violence a pris corps. Et cela, si vraiment il n'y a pas de solution, je crois que ça risque d'atteindre un niveau où on n'espère pas. Alors, Badou Escoba, vous êtes du Carrefour. Pourquoi le Mali n'arrive pas à connaître encore la stabilité ? Le Mali n'arrive pas à connaître la stabilité pour plusieurs raisons. Mais je vais énumérer quelques raisons. D'abord, le problème fondamental, c'est les groupes armés. Jusqu'à présent, l'accord d'Alger n'arrive pas à être appliqué à la lettre. Parce que le mécanisme opérationnel de coordination qui a été mis en place pour veiller aux patrouilles mixtes, le comité de suivi de l'accord qui a été mis en place pour veiller sur le cantonnement des ex-combattants, n'est-ce pas, n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à se mettre à la tâche pour exécuter cette feuille de route. Ahmed Boutache l'a dit, le chef de file de la médiation internationale. L'autre jour, il a remis en cause le comportement de la CEMA. Oui, nous allons revenir à cette menace de la médiation par rapport à la CEMA au cours du débat. Oui. Donc, par rapport à tous ces constats, n'est-ce pas, la sécurité ne peut pas revenir. La deuxième raison, c'est les groupes terroristes, effectivement, qui sont de plus en plus actifs. Après l'opération Serval, c'était le nord, mais sous la pression des forces françaises, des forces internationales, donc, les terroristes sont descendus vers le centre du pays, tendant des embuscades aux forces gouvernementales, en amunissement et même à Barkhane. Donc, créer une psychose au sein des populations. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé le chef de l'exécutif régional, même de Mopti, à faire en sorte que les véhicules ne puissent plus rentrer dans la ville de Mopti au-delà de 18h. Et moi, je pense que ça, c'est une erreur grave. Il ne faut jamais céder, il ne faut pas céder sous la pression des terroristes. Parce que ça, c'est une victoire pour les terroristes. Le fait que les véhicules ne rentrent plus à Mopti au-delà de 18h. Le fait d'enfreindre à la circulation des personnes et des biens, c'est extrêmement grave. Est-ce que ce n'est pas une mesure pour pouvoir également sécuriser
sécurité? Est-ce que ça ne permettrait pas de mieux contrôler la ville? Non, ce n'est pas une façon de contrôler la ville. Je pense que c'est une victoire même pour les terroristes. Parce que les passagers qui empruntent les bus sont obligés de dormir en cours de route avant de rentrer à Mopti. Les terroristes peuvent venir les dévaliser, prendre tout ce qu'ils ont et partir avec ça. Les terroristes peuvent même venir les exécuter et partir. Donc je pense que ce n'est pas la solution. La solution passe par, n'est-ce pas, une volonté ferme de prouver à ces gens que psychologiquement ça va, les populations ne sentent pas leur présence. Donc il ne faut pas céder à la panique. Si vous cédez à la panique face aux terroristes... Qu'est-ce que vous proposez alors, de les attaquer? De les attaquer, aller dans l'air et repères, c'est bon. C'est le lieu de rendre hommage aux forces françaises, ça il faut le reconnaître. Ils ont mené l'opération Panga, ils ont mené l'opération... Bon, les mots m'échappent souvent. Ils ont mené l'opération Panga, l'opération Bayard. Ils ont mené l'opération Panga, l'opération Bayard, n'est-ce pas, pour pouvoir dénicher les terroristes. Je crois que leurs interventions ont porté fruit parce qu'ils ont pu nettoyer la forêt classée de Foulsaré, etc., la forêt de Ferro. Donc, vraiment, ils sont à saluer. Yaya Tandina, vous êtes au nord, à Tombouctou. Est-ce que vous partagez l'avis de Badou Escoba par rapport à ces mesures qui ont été prises par les autorités? Non, contrairement à Badou, moi je dis que c'est des moyens qui peuvent, c'est des dispositions qui peuvent endiguer quand même ou bien atténuer la situation par rapport à l'état actuel. C'est vrai que dans toutes ces régions, à Gao, tout comme à Mopti, des dispositions ainsi ont été prises, mais à Tombouctou, il n'y a eu aucune disposition. Mais, par ailleurs, moi je dis que, vous voyez, le mode opératoire de ces groupes, c'est qu'ils viennent à moto. Et si on parvient à les limiter, parce que généralement ils font leurs attaques entre 18h et 5h du matin. Et ce étant à partir de 18h, il n'y aura plus de mobilité, il n'y aura plus de moto dans la circulation hors de la ville. Et cela a permis quand même, depuis qu'on a pris cette disposition, d'éviter beaucoup d'attaques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la courbe a monté un peu pour montrer un tout petit peu comment ces dispositions ont apporté leurs résultats. À Gao, c'est la même chose, c'est les mêmes dispositifs qui ont été mis en place. Mais à Tombouctou, c'est une autre stratégie. Et ça, la ville est encerclée à partir de 18h, il n'y a plus de motos, plus de véhicules. Donc ceci étant, ça permettra quand même aux populations qui sont à l'intérieur de la ville de vaguer dans leurs préoccupations, de s'occuper, de se distraire et d'oublier souvent ce qui se passe hors de la ville. Donc c'est les militaires qui font le travail et qui payent tribut derrière la ville. Moi je crois que c'est des dispositions qu'on doit maintenir pendant un bon bout de temps, sinon ce n'est pas une victoire pour... les ennemis. Est-ce que la préoccupation de Badou est prise en compte? C'est-à-dire que les voyageurs qui doivent passer la nuit à l'entrée de la ville, est-ce que ces voyageurs sont sécurisés? Bon, dans la région de Tombouctou, l'information a bien passé parce que les gens savent qu'à partir de 18h, on ne peut pas rentrer. Donc, un qui quitte, disons, à 17h à Goundam, il sait qu'il ne peut pas passer la nuit à Tombouctou-Ville. Alors, les passagers devraient être conséquents et attendre le matin à 6h pour décoller pour être à Tombouctou à 7h ou 8h. Donc, je crois que généralement, c'est l'information qui ne passe pas. Mais ceux qui viennent du Gourma, généralement, ils viennent et ils peuvent passer la nuit derrière le bac. Là aussi, c'est sécurisé. Donc, vous voyez un tout petit peu, moi, je dis que généralement, quand l'information passe, ça peut rassurer les populations à ne pas emprunter ces occasions à tout moment et de savoir où est-ce que je dois passer la nuit et prendre les dispositions. Tout à fait. On va écouter la réaction de Brahima Elidiko, sociologue, par rapport à cette insécurité. Alors, arrêter des gens, ça peut se comprendre lorsque c'est des personnes suspectes, mais la façon de les arrêter en les bâillonnant, en les menottant, parce que quand c'est des gens, quand vous les rencontrez, vous montrent des blessures, c'est ce qui, je pense, est à condamner, vraiment avec la dernière vidéo, parce que les forces armées de sécurité, on leur enseigne quand même les droits humains. Tant qu'on les arrête comme ça, ce sont des gens, quand ils vont être libérés, vont être frustrés contre l'armée, et c'est des gens qui ne vont jamais collaborer avec l'armée. Mais pour autant, il ne faut pas avoir, en fait, une lecture ethnique de ce conflit. Parce qu'en réalité, ce qui appartient à ces groupes, les gens ont fait de l'amalgame. Nombre d'entre eux parlent Peul, parce que nous sommes dans une région où les Peuls sont majoritaires. Nos forces armées doivent être quand même lucides, et je pense dans le cadre du maintien d'ordre. Parce qu'on aurait pu comprendre s'il y avait d'autres groupes ethniques qui avaient été arrêtés, mais ce n'est pas le cas. Et donc, tant que cela continue, ça contribue à stigmatiser davantage en fait un groupe ethnique. Ça fait que finalement, tous les parents des gens qui sont arbitrairement arrêtés vont être obligés en fait de se sentir menacés et vont prendre donc des dispositions. Et une de ces dispositions, c'est d'adhérer à des groupes extrémistes.
Voilà, Brema Elidiko réagissait par rapport à l'arrestation d'une trentaine de Peuls soupçonnés d'appartenir à des groupes djihadistes au marché de Djenné, toujours dans la région de Mopti. Alors, est-ce que cette arrestation, comme le dit tout de suite Brema Elidiko, est-ce que ça pourrait lutter contre le terrorisme, M. Badou Esdiko? Badou Escoba, pardon. Bon, l'arrestation d'une trentaine de personnes, si réellement il est avéré que c'est des terroristes, vraiment ça peut contribuer à atténuer le phénomène du terrorisme. J'ai appris aussi que 16 terroristes, présumés terroristes, ont été arrêtés à Mondoro. Donc ils ont été appréhendés. On a retrouvé sur eux des armes et des munitions. Tout individu sur lequel on trouve des armes et des munitions doit être traité comme tel. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je ne cesserai de le dire, ce sont nos forces de sécurité qui sont en train de payer les plus lourds tributs. Donc, mais est-ce que ces 29 personnes qui ont été arrêtées étaient en possession d'armes? Oui, on les a retrouvés avec des armes de guerre, des véritables armes de guerre. Donc ils étaient en possession d'armes de guerre. C'est pour qu'ils ont été arrêtés par les militaires. Nos militaires ne font pas de l'amalgame. Toute personne qui est généralement arrêtée, vous trouvez qu'il est affilié au djihadisme. S'il n'est pas djihadiste, il est affilié au djihadisme. Donc nos militaires sont en train de subir sont en train de mourir sur le terrain. Donc ils ne peuvent pas blaguer. Face à une situation exceptionnelle, c'est des mesures exceptionnelles qu'il faut prendre. Je l'ai dit la dernière fois, il faut créer un Guantanamo dans le centre du Mali pour pouvoir cuisiner ces gens-là. Ils nous ont trop fatigués. Un terroriste doit être traité comme tel. Le complice d'un terroriste aussi est un terroriste. Il doit être traité comme tel. Même en Occident, vous voyez dans la façon dont on traite les terroristes, on les traite avec la dernière rigueur. Mais quand vous dites que ces gens nous ont beaucoup fatigués, vous parlez de qui? Je parle de Amadou Koufa, je parle de Iyad Aghali. Oui, mais ce sont des Peuls qui ont été arrêtés et vous dites qu'ils étaient en possession d'armes. Oui. Yaya Tandina, est-ce que vous confirmez cette information? Bon, pour le moment, on sait que quand même c'est des présumés djihadistes qui ont été arrêtés, mais de toute façon, nous avons vu l'armée mener déjà une première opération comme ça après. Les éléments ont été libérés parce qu'ils n'avaient pas de preuves suffisantes. Mais si c'est avéré qu'effectivement des armes ont été retrouvées, ça c'est sûr qu'ils seront impliqués. Alors moi j'attends d'abord voir réellement si ces présumés djihadistes ont été réellement pris avec des armes, parce que pour le moment, moi je n'ai pas la bonne information. Mais tout ce que je sais, dans de tels cas, l'armée, face au harcèlement, aux nombreuses violences auxquelles elle fait face, parce qu'elle est sur deux fronts, la lutte contre le banditisme mais aussi contre le terrorisme, l'armée a de la peine en réalité à faire face. Donc ce qui fait que généralement quand il y a un coup comme ça, obligatoirement l'armée débarque sur le terrain et ramasse tout. Donc arrivé maintenant, il s'agit maintenant de tamiser, voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce qui n'est pas impliqué, et pour pouvoir libérer les innocents et garder les... Voilà, c'est comme ça que... Oui, mais Brema Elidiko l'a souligné, l'arrestation en tant que telle n'est pas un problème, mais des fois la manière de procéder peut également changer les mentalités. Quand les gens pensent que ceux qui ont été arrêtés sont torturés, que ça peut les radicaliser. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, c'est une triste réalité, parce que je crois qu'il faut le faire avec tact et avec beaucoup de professionnalisme. Même quand on doit arrêter des individus, mais pas devant ses parents, pas devant ses camarades. Ce qui font que souvent, les gens ne savent pas. Il y a un parmi le groupe qui peut opérer tant que les autres ne sachent. Mais quand on vient lui mettre la main, alors tout le groupe dit non, non, il est innocent, il est innocent. Mais ceci étant, je crois que l'armée doit aller avec le plus grand professionnalisme pour aller arrêter ces acteurs-là. Sinon, souvent, ça peut pousser les gens à se radicaliser, comme on l'a vu avec le cas d'Iyad. Iyad dit qu'aujourd'hui qu'il a été victime parce que c'est devant lui qu'on a tué ses parents, ce qui fait qu'il est il mène une guerre éternelle contre le Mali. Voilà des trucs comme ça, qu'on évite des situations comme ça qui risquent de perpétuer cette violence au Mali. Nous allons observer notre première pause et nous retrouverons tout de suite. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est le forum de la presse. Comme tous les vendredis, nous parlons d'insécurité, de l'école qui a été saccagée et brûlée hier dans la région de Mopti, de la hausse des prix des denrées de première nécessité, également de la journée de l'Afrique. Et nous avons pour le moment deux invités. Nous en attendons un autre. Il s'agit pour le moment de Badou Escoba du Carrefour et Yaya Tandina de l'ORTM Tombouctou qui est au téléphone. Alors, toujours par rapport à l'insécurité, certains analystes estiment que la
multiplication des actes terroristes ces derniers jours peut être due également à la visite de Macron qui a poussé également les auteurs de ces actes à réagir pour montrer que malgré la présence des forces étrangères, ils maintiennent leur position. Qu'en pensez-vous, Badou Escoba? Bon, c'est vrai que la visite de Macron a irrité les terroristes. Je pense que ce n'est pas la raison fondamentale qui les a poussés à agir. Les terroristes, comme je l'ai toujours dit, c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Donc, ils profitent de toutes les occasions pour se faire entendre. Peut-être que la visite de Macron a joué un rôle, parce qu'on a vu Macron à bord d'un hélicoptère H-90 survoler la ville de Gao, s'enquérir de l'état du matériel des troupes françaises, etc. etc. Peut-être que ça a peut-être poussé les terroristes, n'est-ce pas, à perpétrer quelques actes pour lui signifier que nous sommes toujours là, nous sommes toujours actifs, malgré que vous soyez venus pour afficher votre fermeté, votre détermination à lutter contre nous. Nous sommes là, nous aussi, nous allons lutter contre vous. Alors, la question qui ne cesse d'être posée, qu'on pose tous les jours, on va la reposer. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait négocier avec ces terroristes, ces djihadistes? Négocier avec les terroristes, pourquoi? Ce serait laver des non-échecs. On ne peut pas négocier avec des gens qui coupent des mains, qui coupent des pieds. Négocier avec eux, c'est cautionner leur barbarie. C'est retourner dans les catacombes de l'histoire. Je pense que c'est l'ensemble des peuples du monde qui doivent s'unir. Le président de la République l'a dit. Et un attentat à Manchester, un attentat à la promenade des Anglais, un attentat à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, un attentat au métro Malbec. Donc, ça prouve que ces terroristes évoluent ensemble. Ils perpètrent des actes dans ce que je peux appeler un village planétaire. Donc, les terroristes n'ont pas de frontières. Il y a une certaine coordination entre eux. Donc, les forces de sécurité du monde entier doivent collaborer, doivent comprendre que c'est un phénomène qui concerne tout le monde. Si le centre du Mali n'est pas sécurisé, tous les pays de la région vont en pâtir. J'ai pris la dernière fois l'exemple sur la Somalie. Pendant longtemps, les voisins de la Somalie ont négligé ce que les Chebabs faisaient en Somalie. Mais finalement, ils ont été contraints d'envoyer des troupes en Somalie. Pourquoi? On a vu le massacre de l'université de Garissa au Kenya. On a vu la prise d'otages du supermarché de Westgate qui a fait plus d'une soixantaine de morts. Vous l'avez dit, c'est un phénomène qui nécessite une très grande mobilisation. Alors, Yaya Tandina, que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il faudrait négocier avec les terroristes? Bon, moi, je n'ai pas d'avis personnel, mais tout ce qui est sûr, c'est que la conférence d'entente nationale en a parlé. Dans les résolutions, je crois que beaucoup ont suivi. Mais moi, je crois que, vu la situation actuelle, parce que souvent on a l'habitude de le dire, que la paix n'a pas de prix, il faut écouter les uns et les autres. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Mais le phénomène qui se passe ensuite, pour vous donner l'information, que ce n'est pas seulement au centre du Mali qu'une école a été brûlée, mais à Sam, c'est un village qui est situé dans le cercle de Niafenke également, a été saccagé et pillé. Et ceci étant, c'est une idéologie qui est là ça s'est fait quand? 2012. Ça se fait juste le mercredi. Le mercredi. Donc voilà, ça c'était dans le cercle de Niafenke. C'est ce que je voulais donner comme information. Mais par ailleurs, c'est une idéologie qui était là depuis 2012, quand on savait qu'à l'invasion de ces régions du Nord, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas dispenser des cours à l'occidental. Donc il s'agit de donner des cours de la loi islamique, faire comprendre aux musulmans comment prier, comment se comporter et éviter tout ce qui vient de l'Occident. Et donc aujourd'hui, vous voyez, à Tombouctou, nous avons à peu près une cinquantaine d'écoles non ouvertes. Les gens pensaient que c'est parce que tout simplement l'administration n'est pas de retour. Il y a des bonnes volontés qui veulent bien ouvrir ces écoles, mais qui ont reçu des menaces de ces islamistes qui ne veulent pas du tout voir une école à la mode occidentale. Tout à fait. Donc, on va écouter tout de suite après la réaction du directeur même de l'enseignement fondamental par rapport à cela. Mais cette semaine encore, le pays a encore enregistré des victimes du côté de la MINUSMA déployée depuis juillet 2013. C'est la mission de maintien de la paix de l'ONU qui est la plus coûteuse, avec plus de 70 casques bleus tués en opération. Et cette recrudescence de l'insécurité intervient alors que le mandat de la MINUSMA devrait être renouvelé dans quelques mois ou quelques semaines. Alors, est-ce que le mandat devrait être beaucoup plus robuste? Est-ce qu'on peut s'attendre à un mandat beaucoup plus robuste qui va pousser les casques bleus à aller chercher les terroristes même? Monsieur Badou Escoba. Moi, je pense que effectivement, la MINUSMA, c'est la mission la plus périlleuse des Nations Unies. Il faut reconnaître. Mais est-ce que les militaires qui composent cette MINUSMA,
est-ce que ces militaires sont bien formés? Généralement, c'est des militaires des pays du tiers-monde. Vous allez trouver que c'est des casques bleus népalais. Nous avons vu des militaires qui ont montré leurs preuves, par exemple les casques bleus tchadiens. Oui, les casques bleus tchadiens, hormis les casques bleus tchadiens, vous me parlez d'un casque bleu népalais ou bien d'un casque bleu cambodgien, je ne vois pas en quoi il peut être utile. Surtout si c'est des gens qui ne connaissent pas suffisamment le terrain. Par exemple, les 3 militaires qui sont morts à Agolok, ils étaient en train de patrouiller à pied sans aucune condition de sécurité. L'autre jour à Tombouctou, c'est un casque bleu libérien qui a été tué. Je me demande, est-ce que réellement ces casques bleus ont les moyens nécessaires, ont l'arme nécessaire pour pouvoir intervenir à temps réel? Moi, de mon humble avis, au-delà de la présence de la MINUSMA, il faut mettre en place une brigade d'intervention rapide. Et les brigades d'intervention rapide ont montré leurs preuves. Avant-hier seulement, j'ai appris qu'il y a des djambars de la Teranga qui doivent venir. La Teranga, ça c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, ouais. Les djambars, c'est les soldats sénégalais. Tout à fait, oui. Les djambars, donc, les djambars devraient venir en principe dans le centre du Mali, n'est-ce pas, pour servir de force de réaction rapide pour pouvoir atténuer le phénomène. Bon, on attend. Yaya Tandina, peut-on s'attendre à un mandat beaucoup plus robuste? Peut-être un mandat super robuste, parce que déjà on a eu un mandat robuste, mais on a vu que les moyens manquaient toujours. Il y a toujours le manque de volonté de donner à l'administration ce qu'il faut. Effectivement, du côté de... je partage la vision de Badou quand on dit qu'aujourd'hui les militaires qu'on nous envoie ne sont pas des militaires aguerris et qui peuvent faire face à la lutte contre le terrorisme. Et si vous prenez effectivement ces militaires qui sont dans le nord du Mali, c'est la plupart de ces pays qui ont les mêmes difficultés et qui viennent, tel que le plus grand contingent qui se trouve à Tombouctou, c'est le contingent burkinabé et nigérian. Alors au Nigeria, ils ont déjà le problème face au Boko Haram, et au Burkina, c'est la même chose avec... donc c'est presque la même chose. C'est difficile avec ces hommes qui sont dotés de berdins vieux, souvent qui refusent même d'opérer sur le terrain et souvent qui tombent en panne. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Et au niveau aérien, la couverture aérienne n'est pas à niveau. Ça, je vous dis. C'est quand il y a juste quelque chose se passe en ce moment que vous voyez les avions en train de survoler la ville. Et à Tombouctou, c'est qu'aujourd'hui, le camp de la MINUSMA, les coordonnées sont déjà dans les mains de l'adversaire. Ce qui fait qu'à tout moment, ils peuvent taper, à tout instant, ils peuvent taper et toucher la cible. Donc, ce qui pose problème, ils n'ont même pas besoin de les voir en patrouille ou autre chose pour pouvoir les frapper. Donc, les mesures prises devraient être améliorées. Et je le disais au début de ce débat, à quelques jours des examens, une école a été saccagée et brûlée hier à Yuwaru, dans la région de Mopti, une première dans le pays. Et également, Yaya Tandina vient de le dire, qu'une autre école a été saccagée à Tenenkou. Ça fait déjà 2 écoles. Par rapport à ces écoles qui ont été saccagées, nous allons écouter la réaction du directeur de l'enseignement fondamental qui va tout de suite réagir. Suite à cet événement extrêmement révoltant de destruction des infrastructures scolaires par des individus qui n'ont aucune notion de ce qu'est le développement, de ce qu'est l'avenir des enfants, on ne peut que exprimer notre colère et notre révolte. Parce que je ne vois pas quel justificatif un individu ou des individus peuvent trouver pour détruire l'outil qui sert au développement de la nation. Et c'est pourquoi nous en appelons aux communautés, aux enseignants, aux leaders communautaires qui sont sur place, de garder leur calme et de trouver des solutions à l'interne d'abord pour sauvegarder notre outil de développement qu'est l'école. Et nous en appelons aussi aux autorités afin de rester la sécurité là où c'est nécessaire. Parce qu'une école, c'est là où commence l'avenir des enfants. Si cet outil est détruit, quel avenir pour nos enfants et pour notre nation? Mais ça, c'est des arguments que des individus barbares ne peuvent pas comprendre. Voilà, c'était Kinan Ag Dadeida, directeur national de l'enseignement fondamental. Alors, en 2012, nous avons connu cette fermeture des écoles. Récemment, on a connu cette grève également des écoles. Et encore aujourd'hui, on voit que des écoles sont saccagées à travers le pays. Alors, cela fait tellement peur, monsieur Badou Escoba? Oui, je crois que l'école qui a été saccagée se situe dans la commune de Ndiodiga, dans la commune de Yuwaru. C'est un autre mode opératoire qui commence. Donc c'est un autre mode opératoire qui commence. Donc les touristes sont en train de faire exactement ce que Boko Haram faisait dans le nord-est du Nigeria. Ils sont venus en moto, ils ont saccagé les salles de classe, ils ont brûlé des tables bancs, ils ont bastonné 3 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les autorités doivent faire preuve de fermeté. Parce que le développement de tout pays dépend d'un système éducatif performant. L'éducation, c'est le sous-bassement, c'est la base du développement d'un pays. Si nous voulons que le Mali soit un pays émergent, il faut Est-ce que les autorités peuvent faire preuve de fermeté dans des zones où la présence de l'État n'est pas aussi remarquée? Justement, c'est ça le fond du problème. C'est des localités très éloignées souvent où vous ne voyez les militaires que temporairement. Peut-être les militaires viennent, ils patrouillent et ils reviennent dans les chefs-lieux des régions. J'ai dit, vous partez dans les chefs-lieux des régions souvent, vous trouvez qu'il y a tellement de militaires. Mais qu'est-ce que ces militaires font? Moi, je pense que l'État doit les armer, les équiper pour qu'ils fassent le tour de toutes ces localités pour que les enfants puissent aller à l'école. Déjà, nous sommes un pays en voie de développement. En matière d'éducation, nous sommes en retard. Si on s'hasarde encore à fermer les écoles dans ces régions, c'est pour encore compliquer les choses. Je vous le disais au début, nous devrions avoir 3 invités et Célia d'Almeida vient de nous rejoindre. Bonsoir Célia. Bonsoir, toutes mes excuses. Ok. Alors nous parlions de la ferme des écoles qui ont été saccagées au nord et dans le centre du Mali. Il y a une qui a été saccagée à Youarou dans la région de Mopti et Yaya vient de nous annoncer qu'il y a une autre qui a été saccagée à Tenenkou. Que pensez-vous de ces actes? Bon, ces actions sont malheureusement dans la droite lignée de ce que nous vivons au Mali depuis plusieurs années déjà, malheureusement, et viennent renforcer un peu l'inquiétude de cette menace-là qu'on avait fanfaronnée en pensant éloignée et qui aujourd'hui est insidieusement en train de revenir. On parle d'écoles qui sont fermées depuis pratiquement 2-3 ans dans certaines zones. Et en fait, c'est des situations bizarrement que beaucoup ignoraient. Et c'est maintenant qu'on commence à en entendre parler des centres de santé qui sont fermés, des écoles donc également, des gens qui sont menacés parce qu'ils veulent enseigner, parce qu'ils veulent porter secours, assistance avec des moyens entre guillemets modernes aux populations. Donc je pense en fait ce sont des signaux. Ce sont des signaux d'alerte qu'il y avait eu dans le passé que nous avions ignorés et qui sont à nouveau là. Et malheureusement, j'ai l'impression que nous ignorons encore un peu. Donc, j'espère que cette fois-ci, ces signaux-là vont être vite interprétés pour pouvoir apporter une réponse adéquate. On nous parle d'un déploiement, c'est ce que Yaya disait tout à l'heure, on nous parle d'un déploiement d'une force au centre du Mali. Est-ce que c'est vraiment le déploiement militaire qui va permettre d'apporter une réponse à ces gens qui se posent comme solutionneurs de problèmes sociaux, en fait, que les populations rencontrent quand ils se présentent comme apporteurs de santé, de sécurité, etc. Est-ce que c'est un déploiement militaire qui est la réponse adéquate? Je ne le pense pas. Donc il faut peut-être revoir la stratégie, repenser la façon dont nous appréhendons ce problème de manière un peu plus profonde. Je pense qu'on le traite encore un peu trop légèrement. Voilà. Bon, j'aimerais ajouter 2 mots. Oui, allez-y. D'après ce que nous avons appris aussi, ils sont en train déjà de se promener pour récupérer la zakat. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se promener pour vouloir récupérer la zakat, l'impôt que l'État a récupéré. Peut-être qu'ils récupèrent la zakat, peut-être pour s'équiper militairement et pour pouvoir revenir encore tuer les individus. Les terroristes, les djihadistes. Parce que je n'ai même pas prononcé leur nom pour ne pas leur donner de l'importance. Ok. Alors, Yaya Tandina, vous êtes au nord. Comment vivent les populations cet acte, le fait qu'on les empêche d'avoir accès à l'éducation qui est un droit pour tous? Oui, je disais tantôt, je n'ai pas dit Tenenkou, j'avais dit Nyafenke, et dans la commune de Koumaïra. Il y a un village qu'on appelle Sam. C'est dans ce village où il y a eu... où ils ont saccagé l'école. Donc, c'était pour juste apporter cette précision. Merci. Voilà. Donc, ceci étant, qui touche à l'éducation, nous savons que l'éducation est la base de formation de tout individu, que ce soit du côté religieux ou du côté de la formation professionnelle. Ce qui est sûr, celui qui touche à l'éducation touche à l'outil de développement. Mais aujourd'hui, l'inquiétude des populations, c'est que à Tombouctou, par exemple, il y a juste une semaine,
le chef de l'exécutif régional a réuni l'ensemble des acteurs de l'éducation pour qu'on trouve la solution au niveau de Tombouctou, pas seulement par rapport à cette année, mais pour l'année prochaine, pour que l'ensemble des écoles soient ouvertes. Mais face à cette situation, il faut une nouvelle stratégie. Donc je crois que l'appel des uns et des autres pour qu'il y ait des écoles sécurisées, il faut obligatoirement le redéploiement des services sociaux de base, que l'État y soit présent et qu'il y ait l'armée effectivement, parce que si vous voyez, c'est dans les grandes villes où il y a la forte concentration des effectifs, mais je crois que ce n'est pas la solution quand on veut vraiment faire une lutte implacable contre ce système. Mais moi je crois qu'aujourd'hui nous devrons nous engager à verser l'effectif sur l'ensemble du territoire avec des patrouilles mobiles, ne pas rester sur place. C'est la seule stratégie où aujourd'hui les populations peuvent aspirer à un lendemain meilleur. Célia veut réagir? Oui, je voulais réagir à ce que Yaya disait. C'est justement en fait c'est une combinaison de réponses que je pense qu'il faut apporter. C'est-à-dire ne pas juste... à un moment, il y a eu cette histoire de... on interdit de circuler à moto. Ils ont trouvé une parade. Ils se baladent en charrette. C'est ce que tous les paysans font. Personne ne s'inquiète de qui est dans la charrette. Et puis c'est quand ils arrivent, ils ont des lance-roquettes, ils ont des obus, ils ont des... Voilà, dans les charrettes. Donc en fait, on a en face des gens, je vais dire le mot, un ennemi. On a en face un ennemi qui fait preuve d'une intelligence particulière, qui sait s'adapter. Donc à nous aussi d'arriver justement à avoir en face des stratégies multiples. Et parmi ces stratégies, je crois qu'il faudrait l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de paix. Est-ce que la menace faite par la médiation à la CMA par rapport à Kidal pour permettre la mise en place du MOC, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, je pense que... Je suis un peu pessimiste. Je suis un peu pessimiste par rapport à ça parce que les grandes déclarations, on en a eu pêle-mêle et elles n'ont pas changé grand-chose sur le terrain. Moi, je pense que c'est des choses qu'on pouvait gérer à côté donc, entre eux, et sans que nous on en entende parler, avec des leviers de pression que la médiation a. Ils n'avaient même pas besoin, parce que quand ils négociaient sur combien on allait leur donner comme émolument et tout ça, nous on n'était pas au courant. Hein. Donc je pense qu'on pouvait très bien leur mettre la pression, arriver à obtenir ce qu'on veut d'eux. Ça fait des mois. Pensez-vous que c'est une communication pour éviter que la population réagisse? Je pense un peu, c'est de bonne guerre. Hein. C'est vrai que nous encore, journalistes, avons toujours dit, on ne communique pas, on ne nous dit pas ce qui se passe. Donc c'est fait, d'accord, très bien, mais maintenant j'attends de voir les actes qui vont suivre parce que on a échaudé un peu. Ok, la deuxième pause et on poursuit avec le débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, Badou Escobar, au même moment cette semaine, on note la naissance du regroupement des mouvements Songo et Irganda qui dit non à l'Azawad. Est-ce que ce nouveau mouvement, les objectifs sont justifiés, ces objectifs? Les objectifs sont justifiés. Je pense que les Songo ont même tardé à se mobiliser. Ils sont en retard sur le calendrier. S'ils s'étaient mobilisés depuis 2012 pour faire face à ce truand de la CEMA, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne fait pas face à un nouveau regroupement de mouvements armés? Parce qu'il y a des mouvements armés également Songoï. Oui, s'il y a des mouvements armés Songoï, c'est normal. Les Songoï doivent se défendre. Ils sont dans leur droit de se défendre. Ils ne peuvent pas rester assis. Se défendre de quoi au juste? Mais se défendre contre les truands, les bandits de la CEMA, contre les touristes. Les Songoï sont majoritaires dans le nord du Mali. C'est ce que j'ai dit. Ils ont même tardé. Si tous les Songoï s'étaient mobilisés, ils s'étaient bien armés, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'allait pas parler de la CEMA. Parce que la CEMA, là, c'est quelques individus seulement. Ce ne sont même pas des Maliens. Au sein de la CEMA, il y a des Saharaïs, il y a des Mauritaniens, il y a des Pakistanais, il y a même des Afghans. Okay. Yaya Tandina, est-ce que vous partagez l'idée de Badou Escobar par rapport à ce regroupement des différentes communautés? D'abord, moi je voulais cadrer un tout petit peu la rencontre, les assises de Gao, qui dans un premier temps c'était pour faire entendre à l'opinion nationale et internationale que Tombouctou, Gao, Mopti constituent une terre des ancêtres de ces communautés et qui aujourd'hui, à travers la diversité ethnique, a pu constituer la majorité du Nord. Et ça, c'est un premier objectif visé par les assises. Le deuxième objectif, c'est face au quotidien vécu par ces communautés qu'on a voulu trouver une solution. C'est pour cela
Ce n'est pas n'importe qui a pris le devant, il s'agit de Ousmane Youssoufy, qui bénéficie d'une grande aura et qui a aujourd'hui la confiance de toutes les communautés à culture songwe aujourd'hui qui ont confiance à ce monsieur. C'est pourquoi la rencontre de Gao pour nous a été une réussite du moment où, si vous voyez la qualité de la mobilisation, Tombouctou qui a amené à peu près plus de 300 délégués, Djenné également avec une centaine de délégués, un peu partout, les Maliens de... Donc vous pensez que ce mouvement pourrait changer la situation du pays positivement? Pas du côté d'un groupe pour faire face à un adversaire quelconque, mais c'était juste pour sécuriser les populations, parce qu'aujourd'hui les populations ne sont pas libres dans leur mouvement. Donc on va donner la parole à Célia. Célia, votre avis par rapport à ce mouvement? Moi, j'ai un avis mitigé. Au départ, justement, quand cette assise a été annoncée sur les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup réagi. Et les ressortissants de ces régions Gao, Tombouctou ont dit mais non, c'est un regroupement culturel. C'est un regroupement social. C'est pour réaffirmer notre identité. Très bien. À la fin des assises, on se rend compte, justement, comme vous venez de le dire, que c'est quelque chose qui a été créé pour dire non à l'Azawad. Nous ne nous reconnaissons pas dans cet Azawad. J'ai un peu peur parce que ce genre de regroupement à caractère communautaire se multiplie. Et dans une nation, je répète le mot, j'ai pas dit pays, j'ai dit nation. Dans une nation, c'est un phénomène très dangereux. Parce que quand on se met à faire du communautarisme, quand on se met à chercher des réponses au sein des clans, il est difficile de s'en sortir. Alors, je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Alors, on espère que cette communauté Irganda va utiliser les idées et non les armes pour défendre ce qu'ils disent non à l'Azawad. Ce soir, on va essayer de parler également de la journée de l'Afrique, 54 ans après. Quels sont les acquis et les défis de cette organisation continentale? Yaya Tandina, quels sont les acquis à ce jour de cette organisation? La journée de l'Afrique, on l'a célébrée hier tout près. Oui, les acquis, c'est que l'Afrique est un continent de solidarité. Et ce qu'il faudrait consolider, c'est qui est toujours consolidé. Mais les grands défis, c'est d'abord de lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, tous les pays africains en souffrent. Et nous essayons, c'est dans cette solidarité que nous nous retrouvons avec le Tchad, malgré qu'il fait face avec les Shabab, le Nigeria face au Boko Haram, et le Burkina Faso, un peu de tout. Donc cette solidarité y est, mais malheureusement, je crois que les grands défis, c'est comment trouver la solution à combattre, à gagner la lutte contre le terrorisme. Moi, je crois que c'est les grands défis. Les acquis de cette organisation, Badou Escoba? Bon, il y a eu quelques acquis. Peut-être que le fait même de pouvoir créer une organisation typiquement panafricaine qui lutte pour les intérêts de l'Afrique, c'est quelque chose qui est à saluer. Mais qui existe depuis 54 ans. Qui existe depuis 54 ans. D'autres mesures telles qu'un fonds de solidarité, la mise en place d'une force de sécurité, même si cette force de sécurité n'a pas pu avoir le jour. La preuve, lors de l'évasion du nord du Mali, quand les djihadistes ont voulu fondre sur le sud, il a fallu l'intervention française. D'ailleurs, Yahi Boni a déploré ça. Donc, le bilan, quelque part, est positif, mais le bilan, quelque part, aussi est négatif. Parce que si un continent qui n'arrive pas à se prendre en charge financièrement, c'est des problèmes. La force de l'Union africaine qui est en train de combattre les Shabab en Somalie présentement, cette force est financée sur fond de l'Union européenne. Alors nous allons écouter la réaction de Faka Diarra, historien et écrivain à la retraite, avant de donner la parole à Célia d'Almeida. Bon, maintenant, quand on regarde la situation du continent, on sait que ces objectifs n'ont pas été atteints, même à moitié, quoi. Parce qu'il y avait un texte qu'ils ont adopté et qui disait que les frontières héritées de la colonisation étaient tangibles. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas revenir sur le cadre politique créé par les Français et les Anglais. Mais les principaux défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui, c'est d'abord relever le défi démocratique, c'est-à-dire asseoir durablement les régimes démocratiques et assurer la
la sécurité du continent, ce qui est loin d'être le cas, parce que bon, chaque pays est malmené par les terroristes, chaque pays est malmené par les djihadistes. Bon, vraiment, ça c'est un défi à relever. On voit bien que l'Afrique seule ne peut pas réussir ça sans l'aide de l'extérieur. Voilà, Célia Daïmaïda, il y a le Pierre Bouyoya, le représentant de l'Union africaine au Mali et dans le Sahel, qui a réagi par rapport à cette journée cette semaine, qui disait que dans 2 ans, on peut s'attendre à une Union africaine qui va répondre beaucoup plus aux attentes des Africains. Est-ce que 54 ans après, cette déclaration peut faire espérer? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, dit-on. Je pense que on est allé des rêves des pères des indépendances aux désillusions de nos pères à nous et à notre espoir, à notre espérance, à nous, nouvelles générations qui voulons vraiment d'une Afrique qui se débarrasse justement des carcans économiques. Tout ce débat, par exemple, sur le CFA, il est de très bon augure, même si ce n'est pas à l'horizon de 2 ans. Il pose en tout cas un contexte qui fait comprendre à cette communauté africaine qu'elle a intérêt plutôt à s'unir, ce que justement nos pères n'ont pas réussi à faire par le passé, parce qu'il y avait cette velléité. Vous savez, quand vous venez de gagner votre indépendance, il est très difficile d'y renoncer, quel que soit ce qu'on vous vend comme intérêt du regroupement. D'accord ? Les pays européens, l'Union européenne, ils ont mis des années avant d'y arriver, et je pense que l'Afrique est en train d'y arriver petit à petit. On parle notre ami a parlé de la force de l'Union africaine. C'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place. La force militaire, oui. Okay. Force en attente. En attente, ça veut dire que, en fait, c'est pas une force qui est positionnée quelque part dans un pays où, quand on en a besoin, on va la chercher. C'est une force qui va être composée de différentes entités, des pays membres. Et le gros problème, ce n'est pas tant la mobilisation des ressources, parce qu'elle existe. Elle participe aujourd'hui à des missions de paix dans le monde. Le problème est encore une fois une question financière. Et sur ça aussi, l'Afrique est en train de bouger, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les citoyens africains qui ont de la capacité financière investissent dans leur continent. Et quand on a des gens qui ont des visions, qui donnent des perspectives à l'Afrique, tout le monde a critiqué Madame Zuma avec son Afrique à l'horizon 2063. Mais il faut justement ça. Il faut des Africains qui se disent, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, nous voulons être à tel endroit, plutôt que des Africains qui sont, comme nous le sommes aujourd'hui, toujours dans la réaction à gérer les crises quand elles arrivent. Il faut que nous arrivions à nous projeter et à rêver d'une Afrique que nous voulons pour demain. Alors, et ça, c'est le cas. Il nous reste que 3 minutes. On va essayer de parler un peu de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Demain ou après-demain, c'est le Ramadan. Badou Escoba, pourquoi chaque année on rencontre cette situation, hausse des prix des denrées de première nécessité, des mesures sont prises, mais pourquoi ce phénomène se présente chaque année? Bon, ce phénomène, à mon humble avis, je pense que nous sommes dans un pays musulman, nous sommes tous musulmans. Le mois de Carême, c'est un mois béni de Dieu. Les commerçants doivent vraiment mettre de l'eau dans leur vin. Au lieu de... laissons même l'État de côté par solidarité musulmane. Vraiment, ils doivent atteindre le prix des denrées de première nécessité pour que nous puissions passer. Et les commerçants disent que ce sont les douaniers qui augmentent les frais de douane et que les grossistes également augmentent les prix. Donc eux aussi, ils sont obligés d'augmenter. Bon, malgré tout qu'il y ait une solidarité entre douaniers, grossistes et détaillants, je pense que nous sommes tous musulmans, majoritairement je pense. Donc quand on est musulman, on doit penser à son prochain, on doit vraiment faire en sorte que le mois de Carême se passe très bien. Et on doit même laisser l'État de côté. L'État n'a même pas besoin vraiment d'intervenir pour fixer les prix. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, d'avoir pitié de nous-mêmes, d'avoir pitié des autres, vraiment pour que nous puissions passer un bon mois de Carême. C'est Célia d'Almeida. Alors 130 agents sont dans le pays pour faire respecter ces mesures qui ont été prises. Est-ce qu'on peut espérer que ces prix seront respectés? Bon, ça va être difficile de toutes les façons. Je pense que justement il y a une question de responsabilité de ceux qui sont les commerçants et tout ça, et il y a une question aussi de contrôle. Je pense qu'il faut un contrôle un peu plus serré, peut-être relâcher un peu au niveau de la douane en cette période-ci pour que les commerçants puissent arriver. Il y a la question du transport. Il y a plein de choses qui compliquent la vie. Yaya Tandina, en 10 secondes, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation à Tombouctou, puisque dans le nord c'est un peu différent du sud qui est un peu fourni en produits par les pays frontaliers? Oui,
à Tombouctou, nous avons un marché bien fourni, mais malheureusement, pour vous dire encore que le sucre, le lait et la farine aujourd'hui sont intouchables. Parce que là, c'est en dehors même de la bourse du Tombouctien, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vivent vraiment très difficilement. Merci beaucoup, Yeya. Et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Comme invité, nous avions Célia Dalmeida du Journal du Mali, Badou Escoba du Carrefour et Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou au téléphone. Mohamedou Touré vous a présenté ce débat, la mise en onde de Mamadou Ouattara, régie vidéo Gagné Kanté, et ce débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.